Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on passe tous des accords au quotidien, n'est-ce pas? Acheter une baguette de pain, signer en bail, faire appel à un artisan. Mais que se passe-t-il vraiment, concrètement, quand les promesses sont rompues? Eh bien, il y a des mécanismes juridiques invisibles mais hyper puissants qui sont à l'œuvre en permanence. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est justement de rendre tout ça parfaitement clair et concret. Allez, on y va. Alors voici notre plan de route pour y voir plus clair. On va d'abord s'attaquer aux obligations contractuelles en elles-mêmes. Ensuite, on fera la distinction cruciale entre les obligations de moyens et de résultats. Puis, on verra ce qui se passe quand le contrat déraille complètement. Et enfin, on parlera réparation et dommages-intérêts. Première étape donc, les obligations contractuelles, ou pour faire simple, l'anatomie d'une promesse. Ce qui est fascinant avec le droit des contrats, c'est que c'est un peu comme un filet de sécurité invisible. Tant que tout va bien, on ne le remarque absolument pas. C'est uniquement quand ça casse que la responsabilité civile contractuelle entre en jeu. Et attention, on ne parle pas juste d'un abandon total du contrat du jour au lendemain. Ça peut être une mauvaise exécution, un retard de livraison, un service un peu bâclé. Bref, le moindre manquement à ce qui était prévu active ce fameux filet de sécurité. On passe à la deuxième partie, la grande différence entre les obligations de moyens et de résultats. Car non, toutes les promesses ne se valent pas aux yeux de la loi. Le contraste ici est vraiment saisissant. Prenons d'abord l'obligation de moyens. Avec l'exemple classique du médecin, la loi est très logique. Elle ne va pas exiger d'un médecin qu'il garantisse une guérison à 100%. Le corps humain est bien trop imprévisible pour ça. Son obligation à lui, c'est de faire de son mieux, d'être prudent et d'utiliser toutes ses connaissances. De l'autre côté, l'obligation de résultat, c'est une toute autre histoire, c'est absolu. Dans le commerce, un vendeur doit impérativement livrer le produit promis. C'est non négociable. On n'attend pas de lui qu'il essaie, on attend un résultat garanti. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point le droit s'adapte aux enjeux de notre époque. Prenons le secteur de la rénovation énergétique. Jusqu'à présent, isoler une maison, c'était surtout une obligation de moyens. Les professionnels faisaient de leur mieux avec les matériaux. Mais l'État envisage un changement de cap majeur. Imposer carrément une obligation de résultat avec un pourcentage précis de baisse de la consommation. Autrement dit, on passe de « on va essayer de bien isoler » à « on garantit que la facture va baisser de tant de pourcents ». C'est un basculement juridique massif pour s'adapter à la réalité écologique. Ce qui nous amène à notre troisième point, quand le contrat déraille, le fameux point de rupture. Alors, face à une promesse non tenue, que se passe-t-il exactement? Est-ce que la sanction tombe automatiquement? Eh bien non. La loi a prévu une mécanique extrêmement précise avant de désigner un responsable. En fait, c'est une vraie liste de contrôle en 3 étapes. Et il faut que ces 3 conditions soient réunies, de façon chronologique. D'abord, l'étape 1, prouver une faute contractuelle. C'est le point de départ incontournable. Ensuite, l'étape 2, démontrer qu'il y a un dommage ou un préjudice bien réel, qu'il soit matériel, physique ou même moral. Et enfin, l'étape 3, qui est souvent la plus compliquée sur le terrain, le fameux lien de causalité. Il faut prouver de façon irréfutable que c'est bien la faute de l'étape 1 qui a directement causé le dommage de l'étape 2. S'il manque un seul de ces éléments, toute l'accusation s'effondre. Mais creusons un peu cette notion de faute contractuelle. On pourrait s'imaginer une scène dramatique où quelqu'un déchire un contrat et part en courant, mais c'est rarement ça. C'est tout simplement le manquement d'une partie à son obligation. Ça inclut bien sûr l'inexécution totale, mais aussi le fait de faire les choses à moitié, de les faire en retard ou de livrer un travail défectueux qui ne correspond pas du tout à ce qui était signé au départ. Bon, pour rendre cette théorie un peu abstraite, beaucoup plus vivante, penchons-nous sur une affaire réelle. Le cas d'école parfait de la croisière gâchée à cause d'un simple défaut d'information. C'est une illustration fascinante de ce qu'on vient de voir. L'histoire est plutôt simple. Une touriste embarque pour une croisière, mais se fait carrément refouler et débarquer en cours de route parce qu'il lui manquait un visa pour l'un des pays du trajet. Alors à qui la faute? Le juge a tranché, l'agence de voyage a clairement manqué à son obligation de conseil. Selon le code du tourisme, l'agence devait informer sa cliente, de manière explicite et par écrit, des conditions spécifiques de passage des frontières avant le départ. En omettant de le faire, l'agence a commis une faute contractuelle indéniable. Ce qui nous propulse directement dans notre quatrième et dernière partie, la réparation et les dommages-intérêts. Comment vient-on recoller les morceaux financièrement? Regardons de plus près l'addition pour notre agence de voyage. Ayant été reconnue fautive, elle a dû passer à la caisse pour réparer les dégâts causés. D'abord, le remboursement intégral du billet de la croisière, soit un peu plus de 1 500 €. Ensuite, le remboursement des frais de déplacement engagés pour rien, soit environ 250 €. Et le plus intéressant, c'est cette troisième ligne, 400 € versés spécifiquement pour le préjudice moral. Oui, la frustration absolue de voir ses vacances ruinées, ça a une vraie valeur financière aux yeux de la justice. C'est là que la théorie juridique prend tout son sens.
Et c'est exactement ça, la définition des dommages et intérêts. C'est la compensation financière versée pour réparer le tort subi à cause d'une promesse non tenue. C'est vraiment l'outil ultime, le levier que la justice utilise pour rétablir l'équilibre et faire en sorte que la victime s'y retrouve financièrement après un litige. En fin de compte, toute cette mécanique incroyable repose sur un socle fondamental, l'article 1240 du Code civil. La formulation est tout simplement brillante. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est direct, c'est puissant. Ça résume à la perfection toute la logique d'imputabilité et de justice réparatrice que nous venons d'explorer pas à pas. Alors, pour clore ce décryptage, voici une petite réflexion. Quand on voit tout ce qui se cache derrière une simple obligation de conseil pour un voyage ou l'obligation de moyens d'un professionnel, on ne peut s'empêcher de se poser une question. Combien d'obligations juridiques complètement invisibles nous entourent à chaque fois que nous faisons une simple promesse au quotidien? Ça donne vraiment envie d'être un peu plus vigilant sur ce à quoi on s'engage, n'est-ce pas? Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite pour continuer d'explorer ensemble les rouages passionnants de notre société.